Cette vidéo va traiter donc de la traduction d'exercices, mais comme il se trouve que cet enregistrement concerne une énigme qui pour moi était en suspens depuis quelque temps, puisque je me suis penché sur un texte qu'on appelle la prophétie de Néferti il y a déjà quelques années, et il y avait une petite énigme, ou en tout cas un petit mystère, une petite inconnue qui restait en suspens. Et donc, ici, j'ai eu la possibilité de trouver la solution à cette énigme, et je suis tellement content de mon affaire Que j'en que, que j'en ai fait un petit PowerPoint pour l'occasion, pour pouvoir reprendre justement ce cas d'école, j'ai envie de dire quelque part, sur la traduction des textes, et notamment des textes hiératiques. Donc, petit PowerPoint qui va retracer cette aventure, entre guillemets, puisque cela fait appel à deux choses, à différents éléments, mais surtout à deux concepts importants, qui sont le hiéroglyphique et le hiératique. On a coutume de dire que le hiéroglyphique et le hiératique sont l'équivalent dans notre écriture moderne de ce que serait l'écriture imprimée, tandis que le hiératique serait l'écriture manuscrite. Mais il y a une parfaite concordance donc entre l'écriture hiéroglyphique et l'écriture monumentale, celle qu'on retrouve sur les stèles, sur les murs des palais, etc. Et l'écriture cursive, qui est l'écriture cursive qui va dériver vers le démotique et puis vers le copte, et que Champollion dont Champollion pourra établir la filiation et remonter le cours pour arriver à traduire l'égyptien hiéroglyphique. Mais ici, on va avoir un bon exemple justement de cette application du hiératique par rapport à ce conte. Alors ici, le petit extrait de texte que je vous avais proposé, c'était un extrait provenant d'un texte qu'on appelle la prophétie de Néferti. Ce texte existe par par différents extraits. On a quelques ostracons un ostraca des ostracons, non, un ostracon des ostracas, pardon, qui sont donc rédigés en hiératique, et ce texte existe sur des tablettes en bois, mais également donc des ostracas, et puis surtout un papyrus qui date de la 18e dynastie. Ce papyrus qui, comme beaucoup, est souvent altéré et que voici, et qui est actuellement conservé au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Et que raconte cette prophétie de Néferti? On pourrait faire un cours de plusieurs heures et même plusieurs jours dessus. C'est une prophétie par laquelle on annonce la venue d'un roi sauveur, et cela s'adresse à un pharaon débonnaire apprécié de l'Égypte ancienne, à savoir Snéfrou. Donc voilà, le contexte, c'est avant tout un récit narratif qui est rédigé en hiératique sur papyrus. Et alors, ce qui m'enquiquinait, je pense, depuis facilement 2010-2011, je crois que c'est à cette époque-là la première fois, donc il y a une dizaine d'années, où je me suis penché sur le texte, c'est que les différents éléments, les différents textes, les différentes versions et documents que l'on peut trouver dans la littérature faisaient apparaître un passage où se trouvait un problème grammatical, à savoir qu'on avait ici le un-in avec un n redondant. Un n qui est ici, qui vient soit de se mettre en gémination ou pas. C'est assez particulier, assez bizarre, parce que un-in plus un n, c'est assez particulier. Et selon les publications, eh bien, le n était représenté en hiéroglyphique et est en même temps translittéré. Dans d'autres publications, le N était présent en hiéroglyphique, mais on en faisait abstraction dans la translittération. Dans certains cas, on avait le N qui était placé ici en hiéroglyphique, mais entre parenthèses, mais qui n'apparaissait pas dans la translittération. Et donc, ce satané N embêtait le monde pour savoir si l'on avait affaire à une faute d'orthographe, à une faute de grammaire plutôt, ou si l'on avait affaire à ce qu'on appelle un apax, c'est-à-dire une forme grammaticale qui n'existe que dans une seule occurrence, ou bien s'agissait-il encore d'autre chose, mais voilà. Dans ces cas-là, la seule chose à faire, c'est de pouvoir retourner à l'original du texte,
autant que faire se peut, évidemment. Et comme je vous l'ai dit, le oui, je l'ai indiqué rapidement en passant, mais le fameux donc, papyrus ici qui est conservé au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, qui est la version la plus complète, a été donc traduite et analysée, étudiée par l'égyptologue Goleshnichev sous le nom de papyrus 116b, qui se trouve donc conservé. Vous avez l'adresse que je vous ai envoyée par mail qui est ici, parce que c'est un des aspects extrêmement intéressants, on ira voir ensemble tout à l'heure, c'est qu'en reprenant 10 ans plus tard ce texte, en me disant il y a peut-être de nouvelles sources qui ont été publiées, notamment sur Internet, eh bien effectivement, j'ai eu la joie de trouver la publication intégrale des carnets de la publication originale de Vladimir Goleshnichev, à savoir ici le papyrus, avec la page qui nous concerne, où on a la page 116b qui est ici et les différentes parties du papyrus et sa transcription en hiéroglyphique faite ici à côté. Alors, reprenant donc le fameux passage, j'ai cherché dans l'ouvrage le passage avec le fameux N redondant, et je l'ai trouvé, puisqu'on retrouve ici le un in, le N excédentaire et la préposition F qui est ici. Le tout s'inscrivant dans la ligne 16 du papyrus 116b. Donc voici à l'origine d'où on part, puisque l'on a ici, vous voyez, les trous dans le papyrus, eh bien, ce sont les zones qui sont assurées par Golenichev dans son relevé, sa transcription, et on va retrouver effectivement ici le un-in avec le n excédentaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il placera ici le n en trop, qui, pour vous donner une idée, ben, c'est ce petit trait-là, dans le papyrus, puisque le F qui était ici, c'est la petite vipère cornue, le pronom qui se trouve ici, hein, qui se trouve là. Et donc, c'est ce petit trait qui, depuis 10 ans, m'enquiquinait quelque part, qu'on a retrouvé. Et je vois que Golenichev a indiqué SIC, autrement dit, il nous le vend comme on lui a vendu. Donc, pour lui, il y a effectivement un signe qui est là, qu'il observe, c'est réellement ce qui était écrit, mais ce signe n'a rien à y faire, c'est probablement une erreur du copiste ou du scribe de l'époque. Et donc voilà résolu l'énigme de ce petit n qui traînait et posait un problème grammatical. Donc, pour bien résumer ce dont on vient, on a ici donc le texte qui est la première ligne que je vous ai proposée, qui se trouve un peu plus haut avant les 3 lignes suivantes du petit extrait. Et donc, toute la démarche qui consiste ici à reprendre le texte, c'est de retranscrire le texte qui est en manuscrit hiératique ici, en imprimé, entre guillemets, hiéroglyphique qui est ici, de manière à pouvoir, après inversion du texte, le réencoder dans le hiéroglyphique qui est le nôtre et sur lequel on travaille. Bien entendu, à chaque étape, 1, 2, 3, 4, il y a des sources d'erreurs. Potentiellement, on peut se tromper, hein, des erreurs de copiste. Et si en plus, il y a une faute d'orthographe ou une faute de grammaire dans le document d'origine, eh bien, cette erreur est donc retranscrite. Pour vous donner donc l'explication également hein, de ce texte et de la difficulté entre le hiératique et le hiéroglyphique, je vous propose ici un extrait de la classification des hiéroglyphes au format hiératique ici. On a donc la petite vipère cornue qui est là. Et on la retrouve ici, hein, vous voyez ici, qui est représentée en hiéroglyphique. Et on a ici, avec à chaque fois, les références dans le Müller, hein, donc qui est l'équivalent du Gardiner, où on a à chaque fois les différentes variantes selon les époques et les papyri, les différentes graphies possibles de cette fameuse petite vipère cornue qui est ici. Donc vous voyez la source de difficulté, puisque le petit n excédentaire est un n comme celui-ci, et qui était redondant dans l'explication. Bien, on va maintenant accéder tout doucement à notre petit extrait de texte dont je vous avais proposé la traduction. Il est important dans tous les cas, lorsque l'on étudie un texte, d'analyser le contexte, ce qui implique plusieurs critiques historiques, plusieurs critiques internes, critiques externes et surtout autocritiques. Suis-je moi capable de traduire ce texte? Ça, c'est important. Dans ce cas-ci, comme il s'agit d'un texte où il est question d'un scribe, hein, ça on l'a vu dès le départ, puisque on a ici
la palette du scribe avec un déterminatif de l'être humain. On a ensuite le pronom pou dont on va parler dans un instant, et il est donc question de ce scribe qui, soit dit en passant, est excellent de ses doigts. C'est évidemment important pour un scribe que d'avoir des doigts habiles, puisqu'il va s'agir de pouvoir écrire en hiératique, et dans hiératique qui soit lisible par ses collègues et confrères. On a donc cette fonction de scribe, hein, quand on dit scribe, on devrait dire fonctionnaire en fait, hein, enfin même scribe royal, l'expression complète désigne fonctionnaire, aussi bien depuis le fonctionnaire de base jusqu'au chef de service. Et on aura ici le scribe avec sa palette, avec ici la représentation qu'on retrouve de la boîte qui est ici, de la boîte dans laquelle se trouve son nécessaire d'écriture avec les petits réservoirs pour placer les encres noires et rouges, et bien entendu la tablette sur laquelle il va pouvoir poser son papyrus. Donc on a le contexte, hein, dans ce qu'on va traduire, c'est il faut s'imaginer ce scribe qui est là, hein, qui a son petit matériel, sa tablette, ses calames, ses petits pigments rouges et noirs. Dans les musées, on en retrouve de nombreux exemplaires. Voilà à mon PowerPoint. Et donc, nous avons ici ces petites réglettes dans lesquelles on voit les petits trous dans lesquels on va pouvoir présenter de l'encre pour pouvoir écrire en noir et en rouge. Et on a ici les rangements à calame qui se trouvent ici. On aura d'autres objets qui accompagnent ce petit matériel. Bien entendu, on a des espèces de petits encriers. On va appeler ça une petite enclume avec des petits pilons qui permettent de réduire en poudre ce qui est les pigments, hein, rouge et noir, qui sont ici. Qu'est-ce qu'on a encore? Principalement, on a des petites tablettes également pour poser les différents colorants. On observe au hasard qu'on a certains qui ont des formes de cartouches, donc potentiellement ayant appartenu à des personnes de famille royale. Et puis tout ce petit matériel, eh bien, il faut pouvoir le ranger, et on a dans les musées quelques jolis objets. On a une variante telle que celui-ci où c'est un couvercle pivotant, donc le dessus, le couvercle en quelque sorte pivote, il ne se dévisse pas, mais il se tourne sur le côté et donne accès à l'intérieur. On a également d'autres superbes petits objets comme celui-ci, et lorsque l'on va, hein, vous le retrouvez ici, c'est très finement décoré, vous voyez, hein, très, très, très joli, avec des scènes de chasse, des scènes de lions capturant des animaux. Et à l'intérieur, lorsqu'on sépare les deux éléments, on va retrouver dans cette petite boîte de quoi ranger, des espaces de rangement, de quoi ranger les morceaux de papyrus, de quoi ranger les morceaux de colorants, les calames, etc., etc. Donc voilà le contexte dans lequel on se trouve lorsque l'on a le texte que je vous proposais ici, avec 4 lignes, à savoir que la ligne qui est ici dans le papyrus est aux alentours de la ligne 3 ou 4, hein, on est au tout début, on présente le sujet, on annonce ce dont on va parler, et puis ensuite on a un petit extrait qui nous explique un petit peu ce que le scribe va faire. Voilà où nous en sommes. Alors, hop. Nous allons maintenant passer justement au texte que voici dans le logiciel bien connu GSesh. OK. Et donc nous avons ce texte qui est là, 4 lignes, mais vous avez vu le papyrus, hein, la prophétie de Néferti est un texte bien plus long que ça, passionnant à lire, puisqu'il annonce la venue d'un roi souverain, et on pense que ça a même dû influencer une partie de la pensée hébraïque. Il y a des tas d'ouvrages, parfois controversés, parfois moins, mais enfin c'est une prophétie qui a un apport historique indéniable. Nous, on va rester dans des sphères un peu plus concrètes et nous pencher sur sur la vie du scribe. Donc ici, on a la présentation, on est au tout début, donc, hein, où on a le roi Snéfrou, c'est souvent le cas dans les contes hein, de la 18e dynastie, fin du Moyen Empire. La thématique du roi qui s'ennuie et qui fait appel à des personnages, à des lettrés, à des scientifiques parfois, pour pouvoir
les distraire. On retrouve ça dans le papyrus Westcar avec par exemple le conte d'Arameuse entre autres, le conte du magicien Jajamank. Et ici on a Snéfrou qui fait appel à Neferti pour qu'il vienne lui raconter de belles histoires. À la limite, on pourrait même considérer que le conte de l'Oasien est un conte qui est pareil, puisque c'est un Oasien qui vient se plaindre d'avoir été détroussé par un malfrat, et Pharaon va lui demander de revenir à plusieurs reprises, simplement parce qu'il aime entendre les plaidoiries, parce que cet Oasien parle vraiment bien, et ça le distrait. Donc on est dans ce contexte-ci, et là c'est donc M. Neferti qui va être appelé, convoqué à venir témoigner, à venir expliquer, et lui va faire une prophétie, prophétie négative dans un premier temps, et puis un peu plus courte, une prophétie positive dans la fin de son discours. Alors, lorsque l'on souhaite traduire ici le texte, dans les points de calage, je vais avoir ici, par exemple, l'être humain complet qui est là. Je sais que je peux couper. J'ai le hiéroglyphe du papyrus et des concepts qui étaient ici. Je sais que je peux couper. J'ai ici le triplement d'un signe qui est une marque de pluriel, mais j'ai aussi le signe du Y qui se met en forme relative ici, hein, qui va venir s'adjoindre aussi. Ça, c'est une autre astuce. Alors, lorsque j'ai déjà découpé cette partie de phrase-ci, je peux déjà identifier certains mots. J'aurai ici un scribe, un être humain, manifestement. On pourrait éventuellement également le traduire par mon scribe, mais ce serait un peu tiré par les cheveux peut-être, hein, ici, surtout qu'on a quelque chose qui va suivre. Et puis, on suppose que si on a le scribe qui était ici, on n'a pas une phrase verbale, puisque la phrase verbale, le verbe devant commencer la phrase, si on commence par le nom, forcément, c'est qu'on est sur autre chose. Alors, on a ici le triplement d'un signe, je pense qu'on reconnaît bien la chose. J'ai ici le scribe, et deuxième catégorie de mots après les pronoms personnels suffixes, ce sont les pronoms personnels démonstratifs suffixes qu'il faut pouvoir maîtriser. On va isoler et identifier le pronom pou. Alors le pronom pou en grammaire, c'est toute une affaire, il y a pas mal de choses à en dire. Simplement, dans la forme qui nous préoccupe ici, moi je le traduis en général, scribe que ceci, : ouvrez les guillemets. Donc, on va insister sur le fait que l'on parle de ce scribe. Moi, je le traduis, c'est personnel. Hein. C'est une appréciation personnelle. Scribe que celui-ci, : Alors après, j'ai un mot qui se termine ici, qui est iker, que je traduis facilement dans le dictionnaire, hein, qui est excellent. Il est excellent, à ce moment-là, j'ai ici un N qui est soit un relatif, soit la préposition N, mais dans les deux cas, ce sera de, doit, bien, puisqu'on a ici une troisième personne du singulier, le pronom F qui est ici. Et donc cette phrase qui est ici, scribe que celui-ci. Nous sommes sur une phrase non verbale, donc quelque part je dois ajouter un verbe être dans la traduction. Et je vais vous mettre ici, hop. On est obligé d'insérer un verbe être qui n'est pas dans le texte original. Voici donc la transcription, la translittération et la traduction de ceci. Traduction et en même temps interprétation, ce sera « C'est un scribe habile de ses doigts ». Et alors la suite du texte nous annonce que nous allons te présenter, cher Snéfrou, hein, donc voilà, c'est un scribe habile de ses doigts. Mais on est sur une phrase, donc le verbe être est sous-entendu, scribe que celui-ci, : excellent de ses doigts. Bien. Alors le scribe arrive, s'installe, s'assied, Snéfrou l'accueille, il l'accueille même très chaleureusement, hein, mon ami, viens près de moi, puisses-tu me raconter des choses belles et intéressantes, etc., etc. Et à ce moment-là, le scribe, tout simplement, va s'asseoir et commencer à raconter les choses. Et dans le texte
ça c'est une question d'interprétation. On estimera que c'est soit le scribe qui se met à écrire, soit Snefrou qui prend des notes. Là, il y a encore un débat, on peut retraduire le texte. Toujours est-il qu'on a ici le texte qui se présente avec deux choses qui vont apparaître ici, où on voit que l'on a le début des phrases qui sont identiques. Alors, si je cherche à trouver des points de calage, dans la première phrase en tout cas, je vais regarder ici, j'aurai par exemple deux jambes qui sont le déterminatif du mouvement. Je vais un peu me méfier parce que j'ai ici le petit lièvre du verbe un. Mais ici, il est quand même précédé d'un D qui se retrouve tout seul, et puis surtout de ceci, l'indicateur HAN, qui est ici, qui est, alors chacun ses moyens mnémotechniques, hein, les miens sont les miens. Pour moi, ceci, le HAN, quand on en rencontre, on peut en avoir 2, 3, 4, 5 qui suivent. Et pour retenir ça, j'ai un moyen mnémotechnique, j'appelle ça le et alors de Zorro est arrivé, pour ceux qui connaissent la chanson. Hein, et alors, et alors, et alors, et alors. Et alors, il arrive quelque chose. Il se trouve qu'après, j'ai un mot qui pourrait se translittérer doun, apparemment, qui serait un verbe de mouvement. C'est assez logique après un indicateur d'énonciation qui annonce la phrase. Surtout que juste après, j'ai un N, et puis j'ai un F qui devient quelque part un SGMNF pour cette partie ici, et donc on aurait un HHN SGMNF, un HHN DUN NF. Donc, et alors, il a fait un mouvement. Il a fait un mouvement. Ensuite, si je continue, ben, je vois que j'ai le petit trait qui était ici. J'ai de nouveau un F qui suit. Là, ensuite, j'ai un mot qui pourrait aller jusqu'à l'élément en bois, le déterminatif des objets en bois. Je remonte un petit peu parce que je vois qu'ici, j'ai quand même ici un R. Alors, est-ce que le R est l'attaque phonétique de ceci, ou bien est-ce que ce serait une préposition? Parce qu'en toute logique, si j'ai un groupe verbal qui est ici, un sujet qui est là, un objet, on va le marquer, donc un groupe verbal, un sujet, un objet, et ça c'est du béton, c'est du béton. Très probablement, je vais avoir ici des compléments prépositionnels. Ben, si j'ai un complément prépositionnel, il me faut une préposition pour entamer l'affaire. J'ai là le déterminatif des objets en bois, des choses en bois, hein, c'est une petite baguette. Et puis j'ai ensuite un N qui introduit d'autres choses après, et donc je peux me poser la question de savoir que je n'ai pas un deuxième complément prépositionnel qui viendrait se mettre ici. Prépositionnel ou forme relative, N ou ni ou NT, il y aurait plusieurs choses à dire. En tout cas, lorsque je remonte vers le haut et que je cherche des traductions, donc j'ai donc ce fameux bazar HHN, et alors Zorro est arrivé, enfin non, c'est pas Zorro qui arrive, c'est Neferti. Et alors, on aura le verbe tendre, étendre au passé. Le sujet, il. Neferti ou Pharaon, il faut discuter, il faut traduire le texte pour être certain. Mais alors, ce qui est certain, c'est que alors, il étendit, ben, il étendit quoi? Sa main. Voilà, sa main. Alors là, moi j'aime bien. Attendez, je me suis cassé la tête à faire un PowerPoint, on va y revenir un moment. Hein. Où qu'il est mon PowerPoint? Voilà, là. Et voilà. Donc, ce qu'on est en train de décrire, vous avez le personnage qui est là. Vous avez le matériel d'écriture, vous avez ici, hein, ceci très probablement, je l'ai montré un instant, très probablement, on peut imaginer qu'on a affaire à ces objets-ci. Là, je fais de l'interprétation, hein, attention.
Et juste en face, c'est parce que je n'ai qu'une partie de la photo, mais juste en face, on voit qu'il y a un autre scribe qui est là avec une plaque en bois et il est en train de la préparer pour son collègue, manifestement. Donc ici, à mon sens, on a les objets. Je pense que ceci, si ça se trouve, c'est l'équivalent de petits tabourets sur lesquels il pouvait également s'asseoir pour être plus à son aise et travailler plus facilement. Et donc, voilà, moi, son matériel est sur la table et je suis en train de visualiser le scribe qui étend sa main, il étend sa main vers son matériel d'écriture, car c'est à mon sens, enfin c'est à mon sens, ici donc, voilà. Donc. Et alors, il entendit sa main vers, et Ken, ici on a le matériel de. Alors là, le déterminatif avec le trait du pluriel ici est tout à fait caractéristique de. Je vais essayer de ne pas faire trop de fautes de frappe. Et donc, on aurait une première traduction, c'est « Et alors, il attendit sa main vers le coffret du matériel d'écriture. » Il y aurait, ici, je pense d'ailleurs que ici, c'est plutôt coffret d'ailleurs. Coffre, oui. Ouais, c'est coffre ici, vous voyez, je vais trop vite. Hein, ça, vers le coffret de matériel d'écriture. Hein, vous voyez. Du nécessaire, moi j'ai traduit, c'est sympa aussi. Pardon ? Du nécessaire d'écriture, c'est sympa aussi. Voilà, oui, le nécessaire, le petit nécessaire d'écriture. Il faut bien imaginer, enfin moi je pense que dans les objets, là, le premier avec le couvercle qui se tourne, il y a des espèces de petits boutons qui sont fixés, donc on peut aussi imaginer que ce matériel était attaché avec une cordelette et qu'il portait ça comme un petit sac en bandoulière, hein, donc voilà. Et donc voilà, on est ici sur la première traduction. Et alors, il tendit sa main vers le coffret de matériel d'écriture. Et non seulement on a un texte en hiératique qui nous explique ce qu'il fait, mais en plus on a les objets pour nous le montrer. Dans la phrase suivante, je vais avoir un autre déterminatif qui est un déterminatif ici de force souvent. Hein, on va le retrouver même dans des mots qui ont trait à la guerre, par exemple. Hein, ici. On aura de nouveau un NF qui est ici. Donc on peut supposer qu'on est en présence de ce qu'on pourrait appeler un distique, c'est-à-dire deux phrases concomitantes construites sur la même structure grammaticale. Hein, ça c'est quelque chose qu'on constate, qu'on a déjà plus souvent constaté. Donc on a ici une structure grammaticale, on va retrouver la même structure grammaticale, c'est-à-dire A, N, S, G, M, N, F. Sauf que le verbe ici est un peu différent, hein, c'est pas le même. Et au lieu de étendre, on aura plutôt saisir. Et alors, il a saisi. Hein, donc, on va retrouver la même. On a un doublement ici du NF. Là où on avait, il tendit sa main vers l'objet, on a ce qu'on appellera en français un complément d'objet direct. Ici, on aurait plutôt un complément indirect, puisqu'on aura plutôt, à mon sens, à lui, pour lui. Donc pour bien indiquer qu'il se saisit lui-même de son matériel. Pour lui, etc. Il saisit pour lui, etc. Voilà, ok. Ensuite, si je continue à avancer, je vais trouver ici un petit trait diacritique avec un petit ligament qui va me permettre de couper quelque chose. Et ensuite, je vois 3 signes. Et ça, je vous assure que la confusion est fréquente dans le sens où on confond souvent HNA et HHN. Je sais pas pourquoi, c'est visuellement, il y a quand même une ressemblance dans les textes, mais ici, ça n'est pas du tout l'indicateur d'énonciation, la particule proclitique comme ceci, c'est la préposition « et » avec ainsi que, voilà, oui. Donc ici, visualisons la scène, il tend la main vers son coffret de matériel d'écriture, et alors il saisit pour lui, donc il prend pour lui, j'ai à ce moment-là un complément d'objet qui est ici, et j'ai ici un chefedou.
chefedou. Et qu'est-ce que le chefedou? Un rouleau? Le rouleau de papyrus. C'est quand même, ça vaut quand même la peine de le noter, hein, parce que dans la civilisation égyptienne, c'est quand même quelque chose qui est emblématique par rapport à ceci. Et donc, il est là et il se saisit donc d'un rouleau de papyrus. Et il ne se saisit pas seulement d'un rouleau de papyrus. De quoi se saisit-il? Il se saisit également d'une guestie, c'est-à-dire palette. Palette de scribe. Donc, je reviens, voilà. Hein. Moi, j'adore quand c'est ainsi. Hop. Donc, on a vraiment tout le matériel qui est ici. Hein. Il s'est assis et il tend la main vers son coffret d'écriture, son coffret de matériel. Il se saisit d'un rouleau de papyrus. On suppose qu'il s'est saisi également du calame. Et donc, il se saisit également d'une tablette pour pouvoir poser, parce qu'il n'écrivait pas sur ses genoux, hein, d'une palette sur laquelle il va pouvoir poser le papyrus et écrire. C'est comme si on y était. Réellement, moi j'adore. Et alors on arrive au petit passage qui, comme je vous le disais, du hiératique au hiéroglyphique, il n'y a qu'un pas, mais parfois le pas est délicat. On a ensuite effectivement donc ceci, le dernier petit extrait, où on a cette formule qui est ici, avec un autre indicateur d'énonciation qui est le un-in, être par, et alors aussi, c'est une autre forme de et alors quelque part, et puis surtout, on va avoir ici le fameux n redondant qui se trouve sur le papyrus en question. Voilà. Et pour lequel même notre bon égyptologue qui avait traduit le texte s'est dit, il y a un souci avec ça, ce N qui est là n'a rien à y faire, c'est une erreur, est-ce que c'est le calame qui a fourché? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que, voilà, ce N qui était là en trop, qui embêtait tout le monde, et bien en fait, il semblerait qu'on puisse ne pas en tenir compte. Poser une petite question après pour voir comment méthodologiquement on pourrait faire pour avoir la preuve définitive de ça. Ici, le un-in, c'est de nouveau un auxiliaire narratif, mais qui est un auxiliaire narratif qui introduit une phrase qui est une conséquence de ce qui précède. Hein, et ce qui précède, c'est le scribe qui s'est saisi de son matériel de scribe, hein, qui a pris la palette, qui a pris ce qu'il lui fallait. Un-in, et alors lui, et là on est... Je suis pas sur majuscule, moi, ici. Voilà. Et alors, lui, sur irt. On aura ici le verbe ir, qui est, et ça j'en reparlerai à monsieur qui a fait le test des... Si, je vous dis, voilà, lorsqu'un verbe se met à l'infinitif, il prend une forme nominale, et on est ici sur une proposition à prédicat adverbial de type verbe, forme nominale introduite par un complément, par une préposition. On parle également de forme nominale de verbe avec antéposé d'une préposition. Il y a plusieurs formes, mais voilà, c'est une forme une proposition à prédicat adverbial classique. Et littéralement, pour faire simple, ça va se traduire. Et alors, lui, sur acte 2, donc on ne va pas le traduire directement sur le ir, sur le fait de agir ou de faire, c'est sur l'acte 2, en état de quoi? Il sera en état de quoi? Il sera en état de écriture. Oui, d'écrire, d'écriture. Si j'ai dit écrire, forcément c'est un verbe. Si j'essaie de respecter la grammaire égyptienne, on parlera plutôt d'écriture. Alors, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ces formes-là, c'est que là, il est réellement sur l'acte 2. Si j'avais, donc ça veut dire que vraiment, il se met à écrire, on est réellement sur une action qui est en cours, elle a lieu. Hein. Il s'est saisi de son matériel et il écrit. Si j'avais plutôt fait ceci, mettre, hop là, c'est pas ce que je voulais faire.
éditer texte latin. Et je vais changer mon texte ici. Donc, si j'avais une autre préposition hein, dans cette catégorie de phrases de type égyptien, de type prédicat adverbial, si je change de préposition, donc j'avais la préposition HR, je suis sur l'acte d'écrire, donc je suis en train d'écrire, là je vais plutôt avoir un R, où je vais pouvoir l'interpréter, le traduire comme étant le vers. Et à ce moment-là, je serai plutôt sur un process de type qu'on appelle allatif, c'est-à-dire que je me dirige vers l'acte. Je n'ai pas encore commis l'acte, mais je me dirige vers l'action d'écrire. Et donc, on pourrait traduire, il suffit de changer cette petite préposition, et au lieu de traduire mon petit extrait par « Oh, ce scribe excellent de ses doigts, il a étendu ses doigts vers sa main vers son coffret de matériel d'écriture et il a saisi son rouleau de papyrus ainsi qu'une palette. Et alors, lui étant en direction de l'acte d'écrire, c'est-à-dire qu'il s'apprête à écrire, mais il n'écrit pas encore. Il n'écrit pas encore. Avec la version HR ici, l'autre préposition, il est sur l'acte d'écrire, ça veut dire que l'acte a commencé, l'action est en cours. C'est un perfectif? Perfectif, imperfectif, absolument. Si j'ai bien entendu. Hein. Donc là, on a une autre notion, voilà, de l'action a-t-elle lieu dès lors qu'elle a commencé, ou bien l'action aura-t-elle lieu une fois qu'elle est achevée, ou bien est-ce que l'action va bientôt commencer, etc. Et donc, simplement en changeant ma petite préposition ici, eh bien, on a un changement de sens. Enfin, ça, c'était une petite digression. Comme d'habitude et comme j'ai l'habitude de le dire, j'ai dit que c'est amusant, je n'ai jamais dit que c'était facile, ni que c'était simple. Hein. Et donc voici traduit ce petit extrait. Scribe que celui-ci, excellent de ses doigts, il est excellent de ses doigts, c'est un scribe excellent ou habile de ses doigts, et il a intérêt à l'être, hein, vous avez vu les papyrus. Et alors ce scribe, eh bien, il a étendu sa main vers le coffret de matériel d'écriture, il a saisi pour lui, il s'est saisi d'un rouleau de papyrus ainsi que d'une palette, et alors il se mit à écrire, et alors il écrivit.